Privation de corps. Deux considérations de l'intérieur, pour ainsi dire, de cette détresse. Première considération, une épidémie frappe toujours dans les dos et soudainement. On se retrouve dedans, et c'est tout. Aussi prévisible soit-elle, en Italie et dans le reste du monde, on savait depuis des mois ce qui s'est passé en Chine. Il y a toujours une grande marge d'incertitude. Les signes apparaissent au milieu de la tempête, comme des échos d'un temps où il y avait encore du possible. La propagation d'un virus, par ailleurs, opère d'abord une réduction drastique du réel. Si d'une part, en fait, tout se complique énormément, d'autre part, nous assistons à une brutale simplification du monde dans lequel nous vivons. Une série de positions s'impose sans reste. Entre les vivants et les morts, tout d'abord, la précarité semble exaspérer respectivement les domaines de la vie et de la mort en raison d'une trop grande proximité. Ensuite, les sains et les malades, les infectés et les non infectés, et parmi les infectés, ceux qui ont des symptômes et les asymptomatiques. Enfin, la division rigide s'étend au-delà de la question purement sanitaire jusqu'à engager l'ensemble de la société, à commencer par la division entre ceux qui doivent travailler et ceux qui ne peuvent pas travailler, et plus généralement entre ce qu'on peut encore faire et ce qu'il n'est plus possible de faire. Dans tout cela, ce qui paraît évident, c'est la difficulté de la politique à réagir face à une pandémie qui s'ajoute à une croissance exponentielle et incontrôlable des flux qui caractérise les dynamiques du capitalisme mondial et l'hypertrophie techno-scientifique. Même si, bien sûr, il faudrait distinguer entre pays et, semble-t-il, entre Orient et Occident. La politique semble prise à contre-pied, sinon franchement perdue, par rapport à la situation qui se présente. Ce qui ne signifie pas que les mesures prises ces jours par les différents gouvernements ne soient pas troublantes ou qu'elles auront un impact superficiel sur le présent et l'avenir. Les choses vont certainement se compliquer et les effets de ce que nous sommes en train de vivre ne cesseront pas du jour au lendemain. Par ailleurs, les mêmes experts, scientifiques et techniciens, vers lesquels les politiciens se tournent de façon plus ou moins opportuniste pour prendre leurs décisions, sont quelque peu ambigus dans leurs sorties publiques. Bref, ce qui émerge est une situation à peine gérable, un ordre dangereusement proche du chaos, caractérisé par un fort sentiment d'urgence. Il n'y a qu'un impératif, s'en sortir le plus vite possible. Mais, et c'est la deuxième considération, si je devais dire quel est le sentiment immédiat, la tonalité émotionnelle fondamentale qui caractérise ces jours de quarantaine, je dirais en premier lieu une sorte de nostalgie des corps, à différents niveaux, provoquée par le manque de proximité. Et quand je parle de nostalgie, je ne parle pas seulement des corps humains, mais de tous les corps, animal, végétal, minéral, et donc de toute portion de matière. On pourrait peut-être appeler cela une nostalgie de l'ouvert. La malheur de ne pouvoir être d'emblée encore entre les corps. Les mesures d'éloignement social, la fermeture d'écoles et universités, d'usines et lieux de rencontre, les limitations des libertés les plus élémentaires au nom de la sécurité et de la santé publique, les confinements, au-delà de tous les problèmes que posent ces dispositions et qui seront discutés longuement, provoquent tout d'abord une perturbation, un malaise subtil, qui ne dérive pas autant ou pas seulement par les nuits que les médias s'efforcent d'éviter de toutes les manières, mais plutôt par une privation. Nous avons un sentiment de privation envers notre corps et les autres corps. Où sommes-nous? Où sont les corps? En fait, on dirait que la consistance ontologique des corps en ces jours d'isolement s'affaiblit, voire disparaît parfois. La sévère diminution des contacts conduit à remettre en cause, sous certains aspects, notre corporité même. C'est l'un des nombreux paradoxes que nous vivons, juste au moment où l'urgence sanitaire concentre l'attention sur notre existence biologique, cette matérialité semble disparaître et devenir donc encore plus
problématiques. Remis à eux-mêmes dans la séparation et l'isolement, les corps perdent de leur consistance et s'éloignent indéfiniment dans des non-lieux presque inaccessibles. Dans les hôpitaux, les patients du Covid-19 meurent dans une solitude extrême. Hormis les personnels soignants, personne n'est avec eux à l'heure du trépas. Ils s'en vont sans une caresse, un mot, un contact. Ils sont des corps presque littéralement intouchables. Et puis, les cercueils empilés, les uns à côté des autres, amenés au cimetière dans des longues files anonymes de véhicules. En étant interdits les rites funéraires, les morts sont incinérés ou enterrés à la hâte, car les morts ne peuvent pas accueillir trop de cadavres. Un prêtre bénit les cercueils. Parfois, il y a un enregistrement vidéo à l'usage des parents, mais dans la plupart des cas, tout se passe à distance et d'une manière froidement fonctionnelle. L'impossibilité de toute commémoration fait que le travail de deuil se brise dans une nouvelle séparation des corps qui devient, si possible, encore plus obstinée et cruelle, on dirait presque abstraite. Or, la philosophie a fait du corps des corps l'un de ses principaux intérêts, et voici avec l'arrivée de l'épidémie quelque chose d'inattendu. Jamais, comme dans ces moments peut-être, nous sentons que nous sommes encore entre les corps, mais en même temps, les corps, d'une part, s'écartent les uns des autres à une distance abyssale, d'autre part, se fondent dans une étreinte mortelle. L'épidémie se transmet, passe d'un corps à l'autre, brouille les plans et en même temps oblige à la séparation, à la division, à la distanciation. Elle montre de façon dramatique que les corps sont toujours ailleurs. Pendant les petites promenades à proximité de nos maisons ou pendant les courses au supermarché, les êtres humains nous apparaissent comme des points qui se déplacent dans l'espace suivant des lignes imaginaires dictées par les règles de l'éloignement social. Les désirs et les besoins suivent des trajectoires prédéfinies, prévisibles. Et tomber accidentellement sur quelqu'un devient extrêmement improbable. Confinés à la maison, nous ne fréquentons plus les amoureux, les proches, les amis, les collègues. Ou plutôt, nous les percevons sous une forme étrange, ni présente ni absente, à travers les écrans des ordinateurs et des smartphones. En d'autres termes, la séparation des corps s'accompagne de la virtualisation des relations. Sur les écrans, le corps de l'autre devient plat, inodore, exclu de tout contact physique, sauf celui de la voix qui nous touche par des prothèses techniques. Je te vois, je te parle. Nous sommes proches et à la fois désespérément distants. Un peu comme les âmes des morts qui se présentent à Ulysse dans les chants 11e de l'Odyssée. Les esprits communiquent, bien sûr, mais les corps restent isolés. Corps écartés et d'esprits connectés. Mais qu'est-ce que c'est un corps isolé? C'est-à-dire un corps qui n'a pas de contact, ou seulement des contacts extrêmement réduits et répétés avec d'autres corps. Un corps qui vit dans la solitude et le détachement. Tout ce qui a été dit et écrit sur le confinement, l'emprisonnement, la ségrégation doit être repensé lors d'une épidémie en termes plus larges et à un niveau général. Oui, rien n'est décidé ici et on ne peut qu'avancer à tâtons. Nous sommes en souffrance. Penser qu'on puisse aborder tout ça par des catégories prédéfinies est peut-être l'illusion la plus farouche. Mais il faut au moins ajouter que la désorientation des corps que nous vivons est le symptôme extrême d'un déséquilibre plus large aux conséquences difficilement imaginables. Cette épidémie, qui est le produit indirect de la mondialisation, montre, une fois de plus, les côtés obscurs des sociétés dans lesquelles nous vivons et apporte de tristes présages. L'augmentation des inégalités et de la marginalisation, l'exclusion de plus en plus marquée des faibles, la croissance démesurée des chômeurs et des pauvres. Où trouverons-nous une nouvelle mesure pour notre être ensemble? Et enfin, la trouverons-nous